Puis on va pouvoir débuter. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce septième petit rendez-vous climatique de l'édition 2024 des Dialogues pour le climat. On est très content de vous avoir avec nous ce midi. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un lieu qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Puis je vous invite à voir le lien que je vais mettre dans le clavardage pour en apprendre plus. On tient aussi à remercier évidemment là, les commanditaires et les organisations partenaires des dialogues qui permettent la quatrième édition des Dialogues pour le climat. Les Dialogues pour le climat, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates des conférences des parties à la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. Donc cette année, c'est la CDP29 ou COP29 en anglais, qui se déroule là, depuis le 11 novembre à Bakou en Azerbaïdjan. Les dialogues offrent une plateforme qui est très propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au CDP ou aux enjeux environnementaux qui touchent le Québec et le Canada. Les dialogues ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques internationales, en plus de mobiliser la société civile face au CDP. Je mets tout à l'heure là, dans le clavardage la programmation des dialogues, comme il nous reste un peu moins d'une semaine d'événements. Donc, on vous invite à regarder les événements, puis vous inscrire là, s'ils vous intéressent. Puis, finalement, pour cet événement, vous avez pu remarquer qu'il est enregistré. C'est juste pour permettre aux personnes qui vont regarder l'événement plus tard, qui peuvent être là en ce moment de le regarder là, justement en rattrapage. Donc, il va être publié sur la chaîne YouTube de Réalité climatique Canada. Et sans plus tarder, là, ah oui, pardon, aussi juste vous dire qu'on a une période de questions à la fin. Donc, on vous invite à mettre vos questions soit dans le clavardage, soit dans la boîte Q&A qui est en bas, au bas de votre Zoom pour pouvoir là, poser vos questions à nos experts et expertes à la fin. Et sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter votre animateur, Quentin Lemann, qui est candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement, militant écologiste et chargé de projet au soutien d'immobilisation jeunesse pour le Front commun pour la transition énergétique. Donc, bonjour Quentin et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci Agathe. Puis bon, bonjour tout le monde là, qui nous écoute en live et en différé. C'est ça, je m'appelle Quentin. Je vais être votre animateur pour ce panel portant sur l'importance écologique du fleuve Saint-Laurent. Avant de commencer à parler du fleuve, c'est important pour moi, dans une perspective de justice et de respect des droits humains, d'aborder le contexte de la conférence de Bakou sur les changements climatiques, soit cette 29e COP qui a actuellement lieu. Vous le savez sûrement, elle a lieu en Azerbaïdjan, qui est ironiquement intitulée cette année la COP de la paix. Cette dernière est dénoncée par de nombreuses organisations écologistes et organisations pour les droits humains comme une importante campagne d'éco-blanchiment et de blanchiment des droits humains. L'Azerbaïdjan est un État pétrolier autoritaire dirigé par Ilham Aliyev, qui est accusé de répression politique, de musulmans des médias, d'atteinte aux libertés fondamentales et surtout de nettoyage ethnique des Arméniens et des Arméniennes. Donc, je vous invite vraiment très fortement d'aller chercher plus d'informations. Là. C'est très accessible sur Internet et je vous invite aussi à conscientiser vos pairs quand vous parlez de la COP cette année et que vous parlez des enjeux relatifs à la COP. Donc voilà, c'était important d'introduire avant tout cet enjeu-là là, avant de discuter comme c'est dans le cadre de la COP. Donc, rentrons par contre maintenant dans le cœur du sujet à l'heure du jour aujourd'hui. Le Saint-Laurent, comme on l'appelle au Québec, mais Saint-Laurent est un fleuve qui a de nombreux noms, comme Tségen en Wabanaki, Magtogoek en Anishinaabe-Mowin, Raotenia Tehara en Garengahaga et Wapis-Tuku-Jaosipo en Ninoaimun. Donc, plein de noms qui diffèrent dépendamment des nations auxquelles on parle. Le long fleuve est aussi au cœur de l'histoire humaine coloniale, mais aussi précoloniale sur le territoire. Il y a une raison pour cela. Le fleuve Saint-Laurent, vous le savez, ça permet et ça génère la vie de toutes les populations végétales, mais animales, dont les humains qui le côtoient. Donc, au cœur de notre capacité à vivre le territoire que se retrouve le fleuve. Aujourd'hui, il y a aussi un autre rôle, un rôle central, notamment dans les plans de croissance économique et dans la logistique capitaliste de toute l'Amérique du Nord. Donc, un rôle économique très important aujourd'hui pour le fleuve aussi. Cependant, le fleuve et ses écosystèmes sont plus que jamais menacés à ce jour et c'est la raison pour laquelle c'est important d'en parler quand on parle de l'eau au Québec. Pour approfondir tous ces sujets, nous allons accueillir Madame Rebecca Pétrin. Bonjour Rebecca, vous êtes biologiste de formation, détentrice d'une maîtrise en gestion de l'environnement. Depuis 2019, vous êtes aussi directrice générale de l'organisation Au Secours. Nous accueillons aussi notre deuxième panéliste qui est un acteur important du milieu des affaires, Monsieur Mathieu Saint-Pierre. Bonjour Mathieu. Vous êtes depuis 2020 président général de la Société du développement économique du Saint-Laurent, que je dirais SODES par la suite. Vous êtes aussi membre du comité d'orientation stratégique de l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime.
qui est un très long nom, et coprésident de la table québécoise sur le corridor économique intelligent du projet Avantage Saint-Laurent de la CAQ. Donc, nous devions aussi aujourd'hui avoir avec nous Hugo Tremblay, spécialisé en droit des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement, mais il a dû désister à la dernière minute, malheureusement. Mais c'est pas grave, on a deux panélistes très, très intéressants pour discuter de la situation autour du fleuve. Donc, en première partie, ça a été mentionné par Agathe, là, ça va être des discussions et des questions pour nos panélistes qui répondront à tour de rôle ou ensemble. Et en deuxième partie, plus courte vers la fin, il y aura des questions du public. Donc, n'hésitez vraiment pas à les noter, à les prendre en note, à les écrire dans les commentaires, sinon là, pour Agathe qui va les prendre en considération. Donc, ben, moi, je vais avoir assez parlé, à part les questions que je vais poser. Puis on va commencer avec une première question qui s'adresse à nos deux panélistes, en commençant par Mathieu. Qui êtes-vous, au-delà du titre que j'ai nommé, et que représente le Saint-Laurent pour vous? Donc, Mathieu, je vous laisse commencer. Merci, Quentin. Donc, comme vous l'avez mentionné, donc, Mathieu Saint-Pierre, je suis directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent. C'est quoi la Société de développement économique du Saint-Laurent ou la SODES, comme vous l'avez mentionné? Mais c'est une organisation qui fédère l'écosystème maritime québécois autour d'occasions environnementales, économiques, environnementales ou sociales. C'est beaucoup de mots, là, mais ce que ça veut dire en réalité, c'est une organisation qui fédère ou qui mobilise plus de 100 organisations maritimes autour de projets, d'initiatives ou de recherches euh, en lien avec l'économie, l'environnement, la protection des écosystèmes, la décarbonation ou encore l'adhésion ou l'acceptabilité sociale des populations. Dans ce contexte-là, les membres au niveau de la SODES, ils sont autant sur l'eau que sur terre, les armateurs, les gestionnaires de terminaux, les ports, les communautés de recherche, les communautés riveraines, les grands exportateurs. Donc, comment, à travers le membership, à travers cette cohésion d'industrie-là, on est capable de se mobiliser comme industrie et de créer des plans de décarbonation qui sont spécifiques à l'écosystème maritime québécois ou encore de créer, comme il avait été fait il y a de cela un peu plus de 8 ans, un réseau ou du moins une force universitaire pour venir supporter la connaissance, mais aussi le développement d'initiatives pour l'industrie maritime québécoise. Donc, nous, ce qu'on fait, à travers les différents mandats, les différents projets. Donc, on n'est pas un lobby de projet. Donc, jamais vous allez entendre la SODES parler sur le développement d'un projet spécifique, sur une initiative particulière. On est vraiment dans une dynamique d'industrie. Donc, on collabore beaucoup avec les gouvernements, que ce soit le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, le ministère des Relations internationales, même chose au niveau de la côtière sur le fédéral, pour qu'on ait une réglementation adéquate dans le développement maritime. Et je vous donne, puis on pourra aller un peu plus loin là, dans le cadre de la présentation, mais je vous donne un exemple. On parle beaucoup dans les dernières années de décarbonation, donc d'intégration de carburants alternatifs. Mais aujourd'hui, la loi nous interdit d'utiliser à très grande échelle, par exemple, du biocarburant. Donc, c'est pour ça que certains acteurs y vont au niveau de projets pilotes. Même chose au niveau de d'autres types de carburants où il y a des enjeux, oui, au niveau législatif, oui, au niveau de la production, au niveau de l'entreposage, mais on est en train de voir comment on peut, à travers l'écosystème maritime ou l'écosystème d'approvisionnement, se structurer et faire en sorte que le Québec bénéficie et profite de ces avantages au niveau économique et environnemental. Mais c'est aussi le cas quand vient le temps de parler de l'état du fleuve ou de parler des protections des écosystèmes. Parce que l'industrie maritime québécoise, elle est pleinement consciente qu'elle utilise une ressource qui doit être protégée si on continue de l'utiliser comme voie de passage ou comme autoroute bleue. Donc, c'est pour ça que les collaborations, que ce soit avec les réseaux universitaires, que ce soit avec les centres de recherche appliqués ou encore avec différents centres de recherche, on, on améliore ou du moins on investit dans la connaissance, on investit également dans des projets de recherche pour adapter certaines pratiques, atténuer les impacts de certains éléments. Donc, c'est un peu le rôle qu'a la SODES dans l'écosystème maritime québécois et dans le développement, qu'il soit économique, environnemental ou social. Donc, c'est vraiment, là, puis on pourra aller un petit peu plus loin, Quentin, là, avec des questions spécifiques, mais c'est Oui, le oui. rôle que nous, on a au Québec et c'est unique, hein. Il n'y a aucune autre organisation qui est basé ou qui est formé de cette façon-là ailleurs au pays. Donc, quand vous allez, par exemple, en Ontario, quand vous allez dans l'Atlantique ou dans l'Ouest,
Vous allez avoir des regroupements de ports, vous allez avoir des regroupements d'armateurs, vous allez avoir des regroupements d'exportateurs, mais jamais cet écosystème-là est réuni autour de la même table pour prendre des décisions ou des orientations qui sont communes. Donc, vous allez avoir des orientations qui peuvent être parfois contradictoires ou qui affectent, que ce soit positivement ou négativement, le travail de l'un et de l'autre dans d'autres régions du Québec. Ici, l'écosystème est formé différemment. Le gouvernement est impliqué également dans cet écosystème-là, ce qui favorise une meilleure vision, mais une meilleure compréhension, parce que ce qu'on réalise, c'est que souvent, on veut la même chose, mais on ne parle pas nécessairement le même langage. Donc, bien comprendre les attentes, les besoins pour être capable de saisir ensemble ces occasions-là, c'est excessivement important. Puis c'est la raison pour laquelle au Québec, il y a de ça une quarantaine d'années, puis moins d'une quarantaine d'années, la SODES a été créée pour réunir ces gens-là et favoriser la discussion. Et on va pouvoir approfondir le sujet par la suite. J'avais juste, en quelques mots, en fait, la deuxième partie de la question. Qu'est-ce que ça représente le Saint-Laurent pour vous en tant que personne qui travaille à la SODES? Aussi, tu sais, le fleuve, il représente quoi pour vous? En fait, le fleuve, pour nous, représente un outil de développement économique, une richesse au niveau environnemental, au niveau des écosystèmes, mais aussi un lien qui permet d'unir toutes les communautés riveraines. Euh, le lien, il est excessivement fort. Donc, quand on parle d'économie, d'environnemental, de social, c'est exactement de cette façon-là que nous, on le décline puis que nous, on le voit. Donc, c'est le lien qui permet aujourd'hui d'être autour de la même table, autour de la même discussion, puis de trouver des solutions communes pour améliorer l'état de notre infrastructure bleue qui est le fleuve, mais aussi de développer la connaissance, de développer ce sentiment d'appartenance-là, de protéger, de bénéficier de ces avantages. Donc, c'est vraiment un lien, qu'il soit économique, environnemental ou social, pour les différentes régions du Québec, mais aussi pour la population locale qui doit bénéficier de ces retombées. Parfait, ben merci beaucoup. Même question pour vous, Rebecca. Qui êtes-vous et qui représente le Saint-Laurent pour vous? Je suis une personne qui a grandi au Témiscamingue. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est une région qui est partagée entre l'Ontario et le Québec au nord, donc juste au sud de l'Abitibi. Hein, parfois on mélange. Pour moi, le fleuve Saint-Laurent, quand j'étais jeune, c'était l'aboutissement de 7 heures de route. Donc, quand on arrivait à Montréal, dans la famille à ma mère, on voyait le fleuve Saint-Laurent, on se disait, ça y est, on a enfin atteint notre destination. Et pour arriver à destination, on devait longer le lac Témiscamingue puis la rivière des Outaouais, qui sont un des principaux affluents là, du fleuve Saint-Laurent. Puis au fil des années, en fait, où j'ai fait cette route-là, ma perception du territoire puis de ce lieu-là a changé, a évolué en fait avec mes connaissances. Puis maintenant, ça fait 5 ans que je travaille chez Au Secours. Puis pour faire le lien tout de suite avec mon expérience professionnelle, chez Au Secours, en fait, notre mission, en fait, de promouvoir la gestion responsable de l'eau, c'est beaucoup d'avoir une approche puis une pensée systémique, en fait, en tous les utilisateurs et tous les acteurs importants pour la gestion de l'eau. Donc, on n'invente rien. Hein, on s'alimente de ce que les autres font comme recherche. On a comme enjeu aussi le développement économique, la protection de l'environnement et les enjeux sociaux du territoire, mais on facilite en fait la discussion puis l'émergence d'idées nouvelles pour protéger en fait ce milieu-là. Euh, ce qui nous amène souvent justement à dialoguer avec les différents gouvernements, avec les développeurs et puis avec les municipalités, les citoyens. Ce qu'on constate, c'est que qu'est-ce que c'est que pour moi le fleuve Saint-Laurent aujourd'hui, en tant que professionnel, c'est un lieu de convergence. Donc, on ne peut pas protéger le fleuve Saint-Laurent si on ne protège pas son bassin versant, qui est gigantissime. On va se le dire, là, le bassin versant du fleuve Saint-Laurent est lié à celui des Grands Lacs. Fleuve Saint-Laurent, Grands Lacs, c'est 20% de la ressource mondiale en eau douce. C'est 1/5 de l'eau douce planétaire qui se situe dans un seul bassin versant qui s'écoule par le fleuve Saint-Laurent. Si on veut protéger le fleuve Saint-Laurent, on doit protéger tout ce qui est en amont parce que toutes les activités humaines qui viennent en haut vont avoir un impact quand ils vont converger vers le fleuve. On ne peut pas se limiter en fait à ça.
Et ceux qui dépendent en fait du fleuve Saint-Laurent, donc les municipalités qui puisent de l'eau, les industries qui dépendent de la voie maritime, ont tout ça, ce souci-là de protection dans l'ensemble du bassin versant parce qu'ils vont tous subir les conséquences. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est le bas d'un entonnoir. Puis c'est vraiment sur toute la partie est basée sur laquelle on doit travailler. Et tout le monde doit travailler parce que il n'y a pas de source de vie possible sans eau et il n'y a pas d'activité possible non plus sans eau. Tout le monde a son mot à dire. Mathieu disait plutôt les, euh, les exigences de chacun, donc les soucis de chacun, mais c'est aussi, on ne peut pas la créer à outrance non plus, l'eau. On peut la protéger, on peut la renettoyer, on peut capter l'eau de pluie, mais on peut surtout la diviser. Donc, il y a un moment où on doit se la partager. Il y a certaines catégories de personnes qui vont se faire refuser des quotas d'eau pour en favoriser d'autres utilisateurs. Donc, ça aussi, ça fait partie de la réalité. Même si on a 20 d'eau dans notre bassin versant, on en a quand même des manquements. Donc, plein d'enjeux là, à discuter aujourd'hui avec vous. Oui, ben oui, l'eau comme commun. Donc, oui, c'est très intéressant comme réponse. Ma prochaine question est encore pour vous, Rebecca. Donc, vous avez dit que vous êtes directrice au secours depuis 2019. Je vais faire un petit préambule à la question. Donc, ben, pour répondre à la polycrise environnementale qu'on est en train de vivre, raison de la 29e COP d'ailleurs, les deux paliers de gouvernement, donc provincial et fédéral, ont entrepris depuis les dernières années une transition énergétique et climatique qui prend la forme d'un projet économique, notamment par le développement très rapide actuellement du secteur minier, industriel, énergétique et des infrastructures de transport. Est-ce que cette transition est en conflit, en adéquation avec la mission d'Au Secours? Comment est-ce que Au Secours interagit en fait avec les volontés de transformation sur le territoire et les volontés de croissance économique du gouvernement ou des gouvernements? La transition est essentielle pour réduire notre bilan de carbone, notamment, puis des sources d'énergie. L'enjeu du transport aussi des hydrocarbures a été une menace à l'eau potable de l'Amérique du Nord aussi longtemps. Donc, c'est sûr que plus on réduit les pipelines et autres transports des hydrocarbures, on réduit la menace de contamination à l'eau potable. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, les impacts de la transition. Faut voir l'eau comme étant imbriquée dans un cycle. Donc, c'est l'eau qui nous tombe du ciel, c'est l'eau qui tombe au sol, qui ruisselle, qui s'infiltre dans le sol, qui se euh, évapore sous forme de vapeur qui retourne au ciel. Ce qui est important dans le cycle de l'eau, c'est de le garder le plus naturel possible et le plus local possible. On veut éliminer au maximum le ruissellement qui nous amène l'eau trop rapidement vers la mer. On veut également limiter au maximum le largage des contaminants. Plus on garde un cycle naturel de l'eau, plus, en fait, plus le vivant va se porter bien. Et il y a une imbrication entre plus il y a du vivant, plus le cycle de l'eau se porte bien, plus le cycle de l'eau se porte bien, plus le vivant se porte bien. Et là, je parle de vivant, de tous les milieux naturels. Quand on parle en ce moment de transition, ben, on favorise une nouvelle émergence d'un secteur industriel qui n'était pas là avant. Et ce milieu industriel-là se déploie beaucoup, mais pas uniquement, dans le sud du Québec. Et là, on doit apporter le contexte hydrosocial. Qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est qu'effectivement, on a vraiment beaucoup d'eau, mais la majorité de notre eau s'écoule vers le nord et une moindre partie s'écoule vers le sud, donc vers le fleuve Saint-Laurent. Pourtant, la grande majorité de la population et de notre développement économique est dans le sud. Agriculture, foresterie, minière. Donc, malheureusement, on se partage juste une petite proportion de l'eau disponible pour tout le développement économique et social du Québec. Et ça fait partie des contraintes avec lesquelles le Québec doit vivre. Donc, on ajoute en ce moment, on est en train d'ajouter une nouvelle filière de développement industriel dans un secteur où il y a déjà des conflits d'usage par rapport à l'eau, puis on a déjà une charge de contaminants assez élevée dans nos plans d'eau. Donc, malheureusement, il va y avoir des impacts qui vont s'ajouter, qui vont se cumuler sur ce qu'on observe déjà dans les milieux naturels. Donc, je dois dire il y a beaucoup d'aspects négatifs là, à cette transition climatique pour le Québec. Et à cela, on ajoute évidemment le développement minier qui, lui, se fait dans le nord du Québec, mais qui a aussi des impacts majeurs là, sur l'eau. Ben, pour faire suite à cette question, est-ce que vous pourriez nous énumérer un peu les menaces du bassin versant et du fleuve actuel, les principales sur lesquelles travaille notamment Au Secours?
Présentement, il y a beaucoup l'aménagement du territoire, justement, donc l'utilisation des terres, l'imperméabilisation des sols par des grands bâtiments. Il y a également toute la problématique des normes. Donc, au Québec, on n'a pas encore, on a des critères qui définissent jusqu'à quel niveau on peut mettre des contaminants dans les eaux de surface, mais on n'a pas de normes réglementées. Donc, on donne des autorisations à des industries de rejet de contaminants dans l'environnement sans trop savoir si est-ce qu'on dépasse ses capacités. Parce qu'il y a une accumulation aussi, on ne faut pas oublier, c'est un entonnoir. Donc, si on a 200 industries qui ont chacun leurs normes de rejet, est-ce que ça donne des concentrations qui sont trop élevées une fois rendues dans le fleuve Saint-Laurent? On manque énormément de connaissances. Donc, nous, on pousse à obtenir plus de connaissances sur les rejets, sur l'utilisation d'eau aussi. Donc, qui est-ce qui prélève de l'eau, à quel endroit? Est-ce que ça nous permet en fait de s'assurer qu'on a un approvisionnement qui est quand même adéquat pour tous les utilisateurs ou est-ce qu'on est en train d'empiéter sur des réserves qui ne se referont pas? Donc, c'est autant l'utilisation d'eau que les rejets de contaminants dans l'eau, c'est des sujets que nous, on cherche à avoir beaucoup plus de données, à les partager, puis à trouver une façon, en fait, que nos gouvernements puissent travailler de concert, donc fédéral, provincial et municipal, parce que c'est énormément divisé, là, cette compétence de l'eau au travers des différents gouvernements. Donc, essayer de trouver comment est-ce qu'on peut mettre ensemble nos connaissances qu'on a pour prendre des décisions qui ne vont pas nuire, en fait, à la pérennité de la ressource. Parfait, ben merci beaucoup Rebecca, c'est très éclairant. La prochaine question est pour vous, Mathieu. Vous l'avez nommé la SODES pour mandat de fédérer les industries et entreprises formant l'écosystème maritime québécois autour des occasions économiques, mais aussi environnementales et sociales qu'offre le corridor Saint-Laurent, donc le nom économique pour le Saint-Laurent. Parmi vos membres se trouvent les plus grandes corporations et multinationales de l'industrie de la logistique du Québec. En prenant en compte que le développement économique du fleuve implique aussi l'agrandissement des ports en eau profonde, la construction de nouvelles infrastructures industrielles-portuaires, comme à Bécancour en ce moment ou à Contrecœur, le dragage du fleuve ou l'augmentation du flux maritime, est-ce selon vous possible d'agencer croissance économique actuelle et réduction des impacts environnementaux? Vraiment, puis je vais vous donner des exemples d'initiatives qui ont été faites au Québec. Quand on dit que le Québec est un leader en matière environnementale, puis on en convient, là, c'est pas parfait, mais quand on parle de leader environnemental, à hygiéner du tout, puis je vous donne un exemple. Puis je vous ramène à l'époque, au début des années 2000, 2005, 2006, il y a un enjeu d'espèces envahissantes. Les espèces envahissantes, c'est quoi? C'est les navires ont des eaux de ballast pour rester à flot, pour qu'ils puissent naviguer et flotter. Et le contexte était international avec les Grands Lacs, avec le Saint-Laurent, avec les eaux internationales, mais il y a des espèces envahissantes qui avaient rentré à l'intérieur de l'écosystème canadien. Donc, l'industrie s'est réunie à travers la SODES, entre autres, pour voir qu'est-ce que l'industrie peut faire par rapport à cet enjeu-là et aller beaucoup plus loin que la réglementation ou la législation, qu'elle soit provinciale ou fédérale. Pourquoi? Parce que ça prend excessivement de temps avant de se mettre en œuvre ou en opération. Donc, à l'époque, l'industrie maritime avait créé l'Alliance verte. L'Alliance verte, c'est quoi? C'est un programme de certification d'un petit peu moins d'une quinzaine de critères où ils évaluent la performance environnementale des organisations et ils les rendent publics. Donc, à tous les ans, les organisations sont évaluées sur 13 critères, sur 13, 14, 15 critères où leur performance environnementale est notée. Le critère numéro 1, c'est le respect des lois et règlements. Donc, toutes les organisations québécoises respectent les lois et règlements. Mais si on veut être 2, il faut faire davantage. Il faut aller au-delà de la réglementation, qu'elle soit provinciale. Et là, on y va jusqu'à 5 ou 5, on est reconnu comme étant un leader international. Par exemple, on peut être un leader international ou avoir 5 dans la gestion des matières résiduelles et avoir 2 ou avoir 3 dans la gestion du plastique, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'une organisation a 5 dans une catégorie qu'elle a 5 partout. Mais cette initiative québécoise-là, dont le siège social est encore ici à Québec, a fait des petits. Donc, c'est démarré effectivement de l'industrie maritime québécoise. Ça a fait rapidement le tour de l'industrie maritime canadienne. C'est allé du côté américain. Donc, on a eu cette certification, ce programme de certification nord-américain. Et aujourd'hui, c'est maintenant une organisation internationale. Donc, c'est Green Marine. Donc, c'est un programme de certification qui évalue la performance environnementale de l'écosystème maritime. Qu'on soit un armateur, qu'on soit un port, qu'on soit un gestionnaire de terminaux, qu'on soit un chantier maritime,
on est évalué sur une base environnementale et les résultats sont accessibles et sont publics. Donc, ça, c'est un élément au niveau du leadership. Mais quand vous avez parlé, Quentin, tantôt, que le développement économique amenait le développement des zones portuaires, euh, je mets un certain... Aujourd'hui, à travers l'utilisation de la donnée, je vais mentionner sur l'importance de la donnée, oui, au niveau de la connaissance, mais aussi de l'utilisation de la donnée pour être en mesure de maximiser ou d'optimiser les opérations. Ça en est un autre exemple. Donc, le SODICE, au début des années 2015, a mis en place avec un centre de recherche, un centre collégial de transfert technologique, pardon, un CCTT, une base de données maritimes qui s'appelle aujourd'hui le système d'information maritime pour justement collecter cette donnée historique en matière maritime. Donc, qu'est-ce qui circule sur le fleuve? C'est quoi le type de navire qui circule? L'âge des navires, le type de marchandises, les destinations, les origines, pour pallier le manque de données fédérales. Donc, rappelez-vous, encore une fois, au début des années 2010, le gouvernement fédéral, avec les coupures qu'ils ont fait avec Statistique Canada, a arrêté de collecter des données, une donnée maritime et de la partager. Donc, c'est sûr, s'il n'y avait plus de données, ils ne pouvaient plus la partager. Donc, l'industrie s'est mobilisée pour dire, bien, si on veut avoir une vraie lecture de l'écosystème maritime, qu'elle soit économique ou environnementale, il nous faut de la donnée, il faut être capable d'avoir un historique pour l'analyser. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le système d'information maritime qui aujourd'hui est entièrement gratuit et accessible à tous, là. Transportmaritime.info, c'est vraiment une base de données où vous pouvez avoir l'entièreté des données maritimes collectées au Québec. Et vous pouvez voir, par exemple, les types de mouvements de navires, le nombre de mouvements de navires, l'âge moyen des navires, quel type de navire va dans quelle part. Et en fonction de cet historique de données-là, mais aujourd'hui, on a cette confiance entre les acteurs pour utiliser la donnée en temps réel. Donc, de vraiment arriver dans une utilisation des données et un partage de données entre organisations maritimes qui permet, de maximiser l'utilisation des espaces acquis, donc de limiter la construction de certains nouveaux quais ou de certains nouveaux ports, mais vraiment d'utiliser les espaces actuels et de les maximiser, mais aussi de voir comment on peut réduire en temps réel l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement avec le voyage parfait, par exemple. Donc, comment, lorsqu'un navire rentre sur le Saint-Laurent, on est capable de prendre les meilleures décisions possibles avec les données actuelles pour dire, ben, on est, par exemple, dans une zone de restriction de baleines dans le golfe du Saint-Laurent, mais comment on peut, par exemple, limiter la vitesse, changer de route pour vraiment limiter les impacts ou, par exemple, profiter du tirant d'eau, du tirant d'air, des marées pour être en mesure de limiter la consommation de carburant. Donc, l'utilisation de la donnée, qu'elle soit passée, parce que pour utiliser l'intelligence artificielle et pour être capable d'avoir un historique et de pouvoir prédire, il faut un historique, ça devient essentiel. Mais c'est la même chose du côté opérationnel. Donc, il nous faut un historique de données et l'échange de données en temps réel si on veut vraiment avoir une perspective globale puis avoir limiter les impacts que cela peut avoir. Puis je comprends qu'aujourd'hui, on est sur l'eau, mais l'industrie maritime a des projets appliqués de recherche sur l'eau, sur terre et au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce pour nous, c'est essentiel d'avoir cette compréhension, puis de limiter les impacts qu'on peut avoir, au point de les corriger. Puis je vous donne un autre exemple. Au Québec, à travers l'Institut Sciences de la mer, l'ISMER et Innovation maritime, on a on a le programme de recherche, un des plus, pardonnez-moi, le plus gros programme de recherche francophone en matière d'atténuation des bruits sous-marins, de l'impact des bruits sous-marins sur les mammifères marins. Donc, on a cet écosystème de recherche, on a cet écosystème d'industrie qui permet justement d'être dans le développement des connaissances, mais aussi d'offrir les navires, d'offrir les installations portuaires pour aller tester ou du moins pour aller approfondir les connaissances et tester les nouvelles technologies. Donc, un ne va pas sans l'autre, mais les deux doivent aller ensemble. Puis je suis content d'être aujourd'hui avec Mme Pétrin parce que c'est exactement dans cette dynamique-là qu'on veut être. Il faut collaborer, il faut travailler ensemble pour être capable d'améliorer la ressource. Puis pour l'industrie, ils en sont pleinement conscients parce que si la ressource ne devient plus utilisable pour diverses raisons, mais c'est un écosystème économique qui est affecté. Donc, il faut prendre soin
de la ressource qui est l'eau. Et ce n'est pas parce que ce sont des multinationales ou ce sont des grandes organisations que la préoccupation et les investissements ne vont pas en ce sens. Merci beaucoup. Je vais juste vous prévenir, Mathieu, des fois, votre Wi-Fi bug un peu. On vous entend, il n'y a aucun problème. Je vais juste vous Ah, c'est prévenir moi si qui jamais vous avez gueule. accès à un autre. De temps en temps, oui. Parfait. Mais on vous comprend pareil, là, mais si jamais vous avez un autre Wi-Fi en attendant, n'hésitez pas à Parfait. y avoir à vous mettre dessus. J'aurais peut-être une suite à cette question-là. En fait, ben, vous l'avez nommé, là, vous travaillez avec toutes les parties prenantes de ces décisions-là. Comment est-ce que la SODES ou les organisations qui sont représentées par la SODES travaillent avec des volontés contraires, en fait, à l'expansion des ports? Par exemple, des groupes citoyens qui s'opposent à la construction d'un nouveau parc industriel. On peut penser à Hochelaga Maisonneuve, là, avec l'agrandissement de la plateforme de transbordement. On peut penser justement, je l'ai nommé tout à l'heure, mais à Contrecœur, à Lévis aussi, l'agrandissement du port de Québec à Lévis, ou sinon dans comment ça s'appelle déjà, le fjord aussi, là, il y a un agrandissement de port là, qui fait beaucoup parler. Donc, comment est-ce que en fait vous naviguez ces tensions-là, puis vous arrivez à prendre en considération ou non là, les revendications des groupes locaux qui s'opposent à certains agrandissements? Chaque dossier doit être pris de façon différente. Pourquoi? Parce que l'impact, oui, il y a un effet cumulatif. Il faut bien comprendre l'effet cumulatif des différents projets. Ça, faut vraiment documenter, voir comment on peut atténuer ces impacts-là. Mais pour ce qui est de chaque projet doit être pris différemment. Puis la perception, ou du moins l'approche doit être différente. Pendant trop d'années, les organisations, qu'elles soient maritimes ou autres, ont mis beaucoup d'efforts pour accroître l'acceptabilité sociale lors de projets. Alors qu'on sait que le projet a un début et une fin, mais que par la suite, les opérations, c'est vraiment les opérations qui affectent l'écosystème marin, qui affectent l'écosystème citoyen. Donc, de voir comment on peut créer ces canaux de communication pour faciliter la discussion. Puis je reviens à la même dynamique de départ. Donc, comment on peut bien comprendre les attentes, les besoins, pour être capable de saisir ces occasions-là. Mais dans ces occasions-là, il y a aussi de diminuer les irritants. Puis je vous donne un exemple. Au port de Trois-Rivières, il y a comme la majorité des ports québécois, est en plein centre-ville. Or, comment on peut limiter les arrêts départ des camions en plein centre-ville lorsqu'un navire arrive? Que ce soit pour le remplir ou le décharger, peu importe. Or, ils ont travaillé avec la ville de Trois-Rivières pour être capables d'installer des capteurs, des capteurs et de suivre le camion et d'être en mesure de synchroniser les feux de circulation dans le centre-ville de Trois-Rivières pour limiter les arrêts départ, ce qui est une des causes les plus fréquentes, ou du moins les plus importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Or, comment on peut travailler avec les acteurs locaux pour limiter ces irritants? Donc, ça découle d'un comité citoyen qui dit, ben, moi, quand un navire vient chez nous, quand le navire arrive au port de Trois-Rivières, ben, ça a un impact dans ma qualité de vie parce que le camion qui vient pour prendre la marchandise, mais il arrête à tous les feux de circulation. Ça augmente les risques, ça augmente la pollution visuelle, ça augmente la pollution sonore, ça augmente la pollution d'émissions de gaz à effet de serre et ça augmente les risques d'accidents avec la population locale ou les piétons. Or, comment pouvons-nous trouver une solution? Et là, effectivement, avec la communauté de recherche, dans ce cas-ci, c'était Innovlog, on est capable de voir à appliquer une solution. C'est la même chose du côté de cette île où on est dans du vrac lourd, on est dans du vrac minier, c'est du minerai de fer. Or, le port de cette île avec la population locale et les communautés autochtones, ils se sont réunis en disant, mais comment on peut limiter l'impact des risques environnementaux en se dotant d'un système d'alerte en temps réel. Or, ils se sont dotés avec l'INRES, c'est une organisation, euh, une institut nordique en recherche. Ils ont créé, avec l'installation, encore une fois, de capteurs, des signaux d'alerte. Donc, à chaque fois qu'il y a un risque, donc que ce soit la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité sonore, il y a un système qui s'enclenche pour dire il y a une situation qui change l'environnement. Donc, voici la zone, s'il vous plaît, à aller voir. Et là, ils ont mis des processus, des protocoles pour qu'en temps réel, ils puissent voir et intervenir, que ce soit pour limiter la fuite, limiter le déversement ou encore corriger l'impact que ça peut avoir au niveau sonore. Donc, projet par projet,
faut adapter et avoir cette communication-là pour bien identifier les irritants et être en mesure, lorsque cela est possible, de le corriger. L'autre exemple, à Québec, les lumières utilisées pour le chargement de nuit sur les navires faisaient en sorte que ça entraînait une pollution visuelle pour le voisinage. Or, comment ils ont été en mesure que, juste en changeant l'intensité des ampoules, ils ont été en mesure de limiter l'impact que cela pouvait avoir sur les communautés riveraines. Mais c'est la même chose au niveau des écosystèmes. Donc, comment on peut euh, avoir cette approche collaborative avec la population locale et par la suite d'avoir les actions qui viennent limiter ces irritants-là lorsque cela est possible. Et lorsque cela, ce n'est pas possible, mais c'est les raisons pour lesquelles, avec le réseau Québec maritime, le réseau universitaire ou encore le réseau de recherche appliquée, on peut investir pour trouver des solutions qui permettent de limiter ces irritants ou du moins d'atténuer les irritants auprès de la population ou encore des écosystèmes. Parfait, ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Rebecca, je voulais vous laisser réagir en fait, si vous voulez, sinon je passerai à la prochaine question. Mais tu sais, le but d'avoir des panélistes, c'est qu'ils puissent aussi se parler. Donc, je vous laisserai réagir si vous voulez. Si vous n'avez pas de réaction, je peux passer à la prochaine Non, question non, sans problème. je trouve ça très intéressant. Je suis à moitié, en fait, d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut les prendre cas par cas, les projets, parce que c'est vrai que chacun des projets sont différents. Il y a des améliorations à apporter chacun d'entre eux. On fait ça très bien au Québec, au Canada, avec les études d'impact. La problématique qu'on a ici, en fait, quand on regarde l'aménagement du territoire et les impacts qui s'ajoutent, c'est que il y a, il y a plein de notions qui nous échappent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train d'évaluer des impacts des projets qu'on a autorisés il y a 40 ans alors que les lois et les règlements n'étaient pas là. Ces mêmes entreprises-là ont encore des permis de fonctionner pour les 40 prochaines années, peut-être. Et la problématique qu'on a, c'est que les normes environnementales sont constamment rehaussées, mais les projets auxquels on dit oui aujourd'hui, on va devoir vivre avec pendant 100 ans. Elles vont produire des déchets avec lesquels on va devoir gérer pendant 100 ans. Donc, on ne peut pas systématiquement dire, ah, on va analyser les projets chacun en essayant de minimiser un maximum les impacts, puis, ben, c'est bon, ça va passer. Je pense qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu, c'est comme on a développé beaucoup d'industries partout sur le territoire. On est en train d'atteindre des limites dans plusieurs de nos ressources. Il serait temps de voir comment est-ce qu'on peut ne pas mettre de pression supplémentaire sur les ressources qui sont déjà surmenées. Donc, faut avoir une pensée beaucoup plus globale sur le territoire. Il faut vraiment voir l'ensemble du scénario parce que le problème également, quand on déconstruit un projet, c'est que, et de un, les citoyens, les professionnels, les instances publiques n'ont pas assez d'effectifs pour faire le suivi de tous ces projets-là et l'analyse en profondeur. Puis, en plus, c'est qu'on finit par accumuler les impacts aussi un de l'autre. Le cas de cette île, en fait, il y a un projet en ce moment, un projet minier qui est en évaluation sur la côte nord. Et justement, l'analyse, en fait, au port de cette île a été dissociée du projet minier qui a lieu sur la côte nord, alors que c'est le même projet qui est ensemble. Donc, nous, la lecture qu'on en fait du côté de la société civile, c'est qu'on n'a pas la capacité, en fait, d'analyser les impacts globaux d'un projet qui est fractionné en différentes parties. Donc, très difficile après ça de prendre des décisions éclairées lorsqu'on fractionne finalement les impacts. Je vous rassure, Mme Patin, je suis d'accord avec vous. Il faut avoir une lecture englobante pour avoir cette vision globale du Saint-Laurent pour dire, mais c'est quoi les effets cumulatifs qu'on a à travers les différents projets. Ça, je suis d'accord avec vous. L'exemple, ou du moins la déclinaison que j'en ai prise sur les différents projets à la pièce, c'est vraiment au niveau des impacts, au niveau des communautés locales. Mais globalement, sur le Saint-Laurent, sur la rivière Saguenay, et particulièrement ce qui s'en vient avec le développement du Nord, il faut avoir cette vision. Collectivement, on veut faire quoi de notre économie, de notre développement environnemental, du développement social. Il faut avoir cette lecture ou du moins cette compréhension d'écosystème qui est essentielle. On ne peut pas juste additionner sans avoir les impacts que cela peut avoir. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Parfait. Excusez-moi, j'ouvrais mon micro. Ça se peut que vous entendiez ce chat. Je suis désolé. Ben parfait, ben merci. C'était un échange très intéressant. On arriverait vers la dernière question pour laisser du temps au public de pouvoir aussi poser ses questions. C'est une question simple, mais complexe à la fois.
Si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez à quoi ressemble le Saint-Laurent dans, mettons, 30 ans, là. Souvent, on utilise 2050 en environnement là, par le gouvernement, etc. C'est une date qui est très utilisée. C'était 2030 avant. Comment vous l'imaginez? Il ressemble à quoi, ce Saint-Laurent-là? Ça peut être bon ou mauvais, là, c'est à vous de voir, mais à quoi ressemble le Saint-Laurent? Puis à travers cette question-là, c'est quoi votre souhait, en fait, pour le Saint-Laurent? Puis je commencerai avec Rebecca. Euh, J'ai passé par-dessus les freins qu'il y avait avant, mais un des freins majeurs qu'on a, c'est la fragmentation de la gouvernance de l'eau, donc entre le fédéral, le provincial, les municipalités, les citoyens, les industries, tout le monde. Il y a tellement d'acteurs importants. Donc, ce que nous, on souhaite chez Au Secours, c'est qu'on arrive à trouver une organisation, une institution autonome de tous nos gouvernements qui pourrait avoir un mandat de responsabilité, en fait, de protéger l'eau du fleuve Saint-Laurent et de son bassin versant, donc dans l'ensemble. Donc, je rêverais vraiment que cette organisation-là, qu'on pourrait nommer un observatoire ou une agence, peu importe, puisse avoir le leadership de la concertation, en fait, de la responsabilisation, pour redorer, en fait, l'image qu'a le fleuve Saint-Laurent. Comment je le vois dans mes rêves les plus fous? Ben, je vois des gens qui se baignent partout dans le fleuve Saint-Laurent. Si les gens se baignent, c'est que la santé du fleuve, elle est là. Donc, des accès publics et des gens heureux qui utilisent le fleuve pour leur bonheur. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca. Ben, allez-y, Mathieu, pour votre réponse. La vision de Mme Petrin, elle est excellente, puis j'y adhère. Mais de notre côté, c'est que le corridor Saint-Laurent soit reconnu comme un vecteur de prospérité économique, soucieux des écosystèmes, de l'environnement, tout en étant un levier de développement social. Puis je pense que l'image de fin de Mme Petrin, que tout le monde puisse se baigner dans le Saint-Laurent, c'est une image qui est fantastique parce que le fleuve, puis je reviens à la première intervention que j'ai faite, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous unit. Donc, qu'on puisse y avoir accès, ce serait génial qu'on puisse. Ça veut dire qu'effectivement, on l'aurait protégé. On pourrait continuer de l'utiliser sur une base économique. On aurait une meilleure compréhension de son état, des actions à entreprendre pour le protéger. Donc, c'est l'image, là, ou du moins le souhait que j'ai sur le développement du Saint-Laurent. Et j'ai encore une dernière sous-question, là, après on va prendre les questions du public. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans cette direction-là en ce moment, puis que cette vision est réalisable pour 2050? Allez-y, Mathieu. Il y a des défis. Il y a des défis, puis je pense, puis je reviens sur le point, puis on était d'accord, Mme Tétrin et moi, il faut avoir cette vision englobante du Saint-Laurent. Il faut arrêter de voir, ou du moins les gouvernements interviennent en fonction de leur champ de compétences par rapport aux projets qui leur sont déposés. Il faut avoir une vision globale de qu'est-ce qu'on veut pour le fleuve, qu'est-ce qu'on veut dans le développement économique, dans le développement social, le développement environnemental. Il ne faut pas y aller à la pièce avec des interventions qui sont politiques. C'est peut-être une intervention là, éditorialiste, mais il faut avoir une vraie vision de développement. Puis quand je dis développement, c'est développement général, là, pas juste développement économique, puis qu'on suive le plan de match qu'on se donne. Donc, que ce soit au niveau du développement de la connaissance, au niveau du développement de la nouvelle technologie, de la décarbonation, au niveau de la protection de l'environnement, au niveau de la protection de la société civile, au niveau ou du moins du développement économique. Donc, d'avoir cette vraie vision qui nous permet d'atteindre les objectifs sur lesquels Mme Petrin et moi, on est d'accord. Mais il faut que les organisations, que les ministères se parlent. Il faut que le ministère de l'Environnement parle au ministère des Transports, parle au ministère de l'Économie et qu'un ne prenne pas une décision sans avoir concerté l'autre. Donc, actuellement, on a l'impression que chaque projet est traité différemment alors qu'on pourrait avoir une vraie vision. Puis on n'a pas intégré le gouvernement canadien, là, on est juste dans le gouvernement québécois. Donc, d'avoir cette vraie vision de développement sur le fleuve et qu'on ait ce partage. Puis je reviens, puis je suis fatigué avec ça, mais c'est le partage des attentes, le partage des besoins pour qu'on puisse identifier ensemble les occasions qu'on a à saisir pour atteindre l'accès au fleuve, qu'on puisse se baigner tout le monde ensemble, peu importe où on est sur le Saint-Laurent. Mais Merci il y a des beaucoup, défis. Absolument. Rebecca? Je crois qu'on est sur la bonne voie. Ça va jamais assez vite à mon goût, mais on est quand même sur la bonne voie. Le Canada a annoncé l'Agence canadienne de l'eau. On attend de voir encore la formule que ça prendra. On a demandé que ça devienne une instance autonome, intergouvernementale, donc qui prenne des mandats, des responsabilités
des provinces et du gouvernement fédéral en même temps. Donc, c'est quelque chose que le fédéral a le pouvoir de faire. On leur demande. Il y a le Québec aussi qui a créé son forum d'action sur l'eau, qui a émané un plan d'action sur l'eau. Donc, il y a eu beaucoup de concertations à ce niveau-là. On a participé aux discussions. Il y a la Commission mixte internationale aussi qui gère le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs, qui existe depuis déjà plusieurs décennies, qui a aidé à rehausser la qualité de l'eau des Grands Lacs et à maintenir un niveau d'eau. Donc, jamais il y a eu de transfert d'eau vers les États-Unis, même si les États-Unis ont de grosses pénuries d'eau. Donc, il y a déjà des structures qui existent pour atteindre notre objectif. Il faut juste pas lâcher prise, puis il faut juste pas baisser la garde face au nouveau développement qu'on pourrait avoir, et nouvelles aspirations. C'est pas juste industriel, il y a aussi l'agriculture, il y a plein d'autres choses. Donc, de vraiment centraliser les besoins de protection avant tout. On est sur la bonne direction, il faut juste continuer à maintenir le cap puis accélérer. Parfait. Bon, ben, au plaisir d'aller à la plage en 2050. On va prendre, on va prendre les questions maintenant. J'imagine que Agathe, tu veux pouvoir les prendre pour nous. Oui, bien sûr. On a une première question de Samiratou. Je ne sais pas si vous êtes encore là, Samiratou, parce que vous avez dit que vous devez partir en cours, mais je vais vous donner la permission de parler si jamais vous voulez la poser. Puis sinon, je vais pouvoir la poser pour vous. Bon, je sais pas. OK. Dans ce cas, je vais pouvoir la lire. Ensuite, je vais pouvoir prendre la question de Jennifer. Donc, en premier, la question de Samiratou qui voulait savoir, en fait, sur le plan économique, politique et social, quels sont les principaux enjeux lorsqu'on parle évidemment là, du Saint-Laurent et peut-être aussi plus spécifiquement par rapport à la pollution plastique dans le fleuve Saint-Laurent et comment est-ce que les différents acteurs sont touchés? Donc, une grande question. Je ne sais pas qui veut commencer par y répondre. En fait, je peux commencer au niveau de la pollution plastique. Il y a des normes, puis il y a de la réglementation qui sont à l'échelle canadienne. Est-ce que cette réglementation-là, elle est actualisée, elle est actuelle? Euh, euh, peut-être que oui, peut-être que non. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, puis je vous ai parlé au niveau de l'Alliance verte, la gestion des polluants plastiques à bord des navires, particulièrement, parce que j'ai l'impression que la question est particulièrement à bord des navires, on les armateurs qui circulent sur le Saint-Laurent, qu'ils soient canadiens ou internationaux, adoptent parmi les meilleures pratiques au niveau du monde. Moi, mon organisation n'est pas en lien avec le secteur des croisières, donc je ne pourrais pas élaborer au niveau des croisières, mais au niveau des armateurs de la marine marchande, on a parmi les meilleurs élèves au niveau mondial en ce sens là, qui circulent sur le Saint-Laurent. L'enjeu n'est pas au niveau de la gestion plastique, il est davantage au niveau de l'âge des navires qui circulent sur le Saint-Laurent et l'impact que cela peut avoir. Mais ça, c'est une autre question, puis c'est un autre enjeu qui touche une norme, pas une réglementation, mais une norme canadienne. Et cela, effectivement, ça a des impacts au niveau des émissions. Mais au niveau de la gestion plastique, on a parmi les meilleurs élèves là, au niveau des armateurs qui circulent sur le fleuve. Merci Mathieu. Rebecca, avez-vous une réponse? Donc, en fait, je comprends que c'est vraiment spécifiquement sur les plastiques. Là, Julie, qu'elle travaille sur la pollution de plastique dans le fleuve. Le volet que je voudrais amener là-dessus, c'est beaucoup les microparticules de plastique. Donc, sans nécessairement aller vers les navires, là, nous, on travaille vraiment au niveau des bassins versants, donc ça converge toutes les eaux. Les systèmes de traitement des eaux usées des municipalités sont pas faits pour retirer les microparticules de plastique. Donc, tout ce qui est lessivé dans nos eaux usées domestiques, résidentielles, commerciales, se retrouve nécessairement dans l'eau qui ruisselle jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Et une des grosses problématiques qu'on a, c'est l'affichage. Donc, les consommateurs consomment en fait des produits qui génèrent des microparticules de plastique sans même le savoir. Il y a des choses très simples qui pourraient être mises en place comme une réglementation d'affichage pour obliger les produits à être indiqués. Ce produit va générer des microparticules de plastique, c'est disposant dans l'environnement. Ou même l'ajout de filtres pour récupérer le plastique à la sortie des machines à laver. C'est des normes, ça, qui sont appliquées dans l'Union européenne, qu'au Canada, on tarde à instaurer. Donc, c'est des choses qui peuvent être vraiment simples à faire. On pourrait donner une panoplie d'exemples, mais simplement dire que au quotidien, juste faire attention à ce qu'on met dans nos toilettes puis nos lavabos peuvent avoir un impact sur la quantité de plastique qui se retrouve dans le fleuve Saint-Laurent. Merci beaucoup. Une autre question peut-être, Agathe? Oui, je Ou vais encore donner une la fois? parole à Jennifer qui a la main levée. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Oui, super. Donc, oui, j'ai deux questions, en fait. La première, ce serait, donc, Rebecca, tu as dit quelque chose qui a vraiment résonné tantôt en moi quand que tu disais, en gros, que lorsque le vivant va bien l'eau va bien également. Puis, à l'inverse, lorsque ça va mal pour l'eau, bien, ça va mal également pour le vivant, ce qui est bien sûr vraiment logique. Ce qui me fait penser au niveau des négociations internationales, on fait de plus en plus les liens entre la crise climatique et la crise de la perte de la biodiversité. Donc, c'est quand même émergent, bien qu'on sait tous qu'elles sont très reliées l'une avec l'autre. Donc, je me demandais, la question de l'eau, j'ai l'impression qu'elle est un peu mise de côté, puis également les liens entre la biodiversité et l'eau. Donc, je voulais peut-être t'entendre un peu là-dessus. Puis, sinon, si vous avez le temps, j'ai une autre petite question. Vous avez parlé beaucoup de gouvernance, des enjeux de gouvernance avec toutes les parties prenantes qui ont un intérêt par rapport à la gestion de l'eau, donc quasi tout le monde en fait, là. Je me demandais, est-ce que la question de conférer un statut juridique au fleuve Saint-Laurent, un peu au même titre que la rivière Magpie, là, donc là, c'est sûr que au niveau de la question de la division des compétences, ça emporte son lot d'enjeux, puisque ça a été fait par le gouvernement fédéral. Mais je me demandais si vous pensiez, dans nos rêves les plus fous, que ça pourrait être également une voie qui pourrait être favorable à une bonne gestion du fleuve Saint-Laurent. Je vous invite Merci. à juste vous dire, il reste 6 minutes au panel Mhm. pour avoir les deux le temps de répondre. Allez-y, Rebecca, pardon. Merci, Jennifer, de cette question-là. C'est vraiment intéressant. Nous-mêmes, on s'est demandé comment aborder la question de l'eau au travers des COP biodiversité, changement climatique. Puis, en fait, le cycle de l'eau unit beaucoup le problème des changements climatiques avec celui de la perte de la biodiversité. Effectivement, quand on détruit les milieux naturels, on vient altérer le cycle de l'eau, on ajoute un risque de désertification parce que la végétation, en fait, capte l'humidité ambiante, la retient au niveau du sol et la relâche dans les moments les plus chauds des journées sous forme d'évaporation. Ce système-là, à l'échelle planétaire, est un des systèmes de refroidissement planétaire les plus efficaces. Si on dénaturalise la surface de la planétaire, pour, disons, réduire notre carbone, on n'est pas super gagnant. Parce que oui, le carbone réchauffe la planète, mais la végétation refroidit la planète également. Donc, c'est vraiment important de renaturaliser. Puis, ce phénomène du cycle de l'eau-là, en fait, plus il y a de la végétation, plus il y a du milieu naturel, plus le cycle de l'eau, en fait, va se faire à petite échelle. Donc, moins on va aller vers un modèle de désertification, inondation, donc assèchement des sols. Très important de garder à l'échelle locale des milieux naturels. Donc, pour nous, c'est quand même assez évident, en fait, que la biodiversité puis la lutte au changement climatique repasse, en fait, par une renaturalisation des surfaces, puis de ramener, en fait, un cycle naturel de l'eau vraiment à l'échelle locale. C'est quelque chose qui est continuel, là, le cycle de l'eau. On peut l'avoir à l'échelle d'une maison comme on peut l'avoir à l'échelle planétaire. Puis il y a tout un gradient, en fait, de cycle de l'eau au travers de tout ça. Donc, il faut vraiment le voir comme un cycle continu. Et puis, la deuxième sous-question qui était, j'ai perdu. La question du statut juridique qui pourrait être Le, possiblement oui, conféré au fleuve. le statut juridique octroierait en fait un niveau de sécurité supplémentaire, mais on a tous les outils nécessaires en ce moment pour assurer une bonne protection de l'eau. Ce que ça prend, c'est vraiment un niveau de concertation puis un pouvoir décisionnel, en fait, donc une instance qui va prendre en compte les préoccupations de tous, dont les communautés autochtones, parce que c'est vraiment l'enjeu qui était mis de l'avant dans l'octroi de la personnalité juridique, c'est vraiment de redonner un pouvoir, en fait, aux gardiens du territoire qui sont les populations autochtones. Euh, c'est donc, je me pose pas à ce statut-là, mais je crois que ce statut-là nécessite également, en fait, des instances gouvernementales qui prennent le sujet au sérieux et qui se concertent. Donc, un comme l'autre, en fait, on risque d'avoir les mêmes freins et les mêmes aspects facilitateurs, en fait, dans les deux cas, là. Mathieu, vous allez être la dernière personne à parler dans ce panel, là, considérant Euh, qu'on arrive à la fin.
Non, mais il n'y a pas de souci, mais pour répondre à la question de Mme Boudreau, Mme Pétrin l'a bien expliqué, on a déjà tous les outils en place actuellement pour euh, protéger et bonifier les actions qu'on entreprend sur le Saint-Laurent. Il faut simplement se concerter davantage puis faire en sorte qu'il y ait une réelle application des différentes mesures. Le statut juridique vient rajouter un statut et des contraintes qui viennent alourdir le processus dont on a ou on a en très grande partie à travers la réglementation et la législation actuelle, mais de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'exécution. Mais il faut vraiment là, se concerter pour arriver là, à défi-là. Puis on l'a vu à travers les statuts juridiques qui ont été conférés à d'autres cours d'eau ailleurs dans le monde, où on, on voit qu'il y a une certaine lourdeur qui vient avec ça, alors qu'on a tous les outils en main avec une certaine agilité avec des défis, bien entendu, là, mais on a tout en main là, pour agir et protéger le fleuve et ses bassins versants. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre participation. Désolé pour les personnes qui n'ont pas pu avoir leurs questions posées. On va mettre fin au panel. Ben, c'était très intéressant de vous entendre. Merci énormément là, pour chacune de vos réponses durant ce panel. Puis ben, j'espère qu'on puisse se recroiser prochainement sur un autre panel ou ailleurs. Agathe, est-ce que tu avais un mot de la fin en tant que dialogue du climat ou tout allait? Ben, je voulais juste remercier là, évidemment Quentin pour l'animation, Rebecca et Mathieu pour vos réponses et votre expertise. C'était très apprécié. Ça fait une discussion super intéressante. Puis j'ai aussi rappelé qu'on a un autre panel intersectoriel à 5h30 cette fois-ci ce soir en webinaire. Des événements là, jusqu'à vendredi prochain et un événement de clôture en personne si vous êtes à Montréal lundi prochain en soirée. Donc je vous invite là, à visiter le reste de la programmation sur dialogue avec un S pour le climat.com. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir participé et je vous souhaite une très belle fin de journée. Donc merci à tous et toutes. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée, au revoir.